Bonsoir à tous. À la une de ce journal, rien ne va plus sur le chantier de construction du stade Paul Biya. Situé à Olembe, près de Yaoundé, des employés en colère ont séquestré le directeur du projet pour revendiquer le paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaire. Cette nouvelle grogne peut-elle impacter sur la réalisation de cette infrastructure sportive au moment où les délais initiaux sont largement dépassés? Élément de réponse en ouverture de ce journal. Qu'est-ce qui explique la flambée des produits de première nécessité, des produits agricoles sur le marché camerounais, notamment ceux récoltés dans la région du sud-ouest? Vous suivrez dans ce journal l'itinéraire tortueux des agriculteurs et commerçants dans l'un des greniers agricoles les plus enclavés du pays. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Encore un mouvement d'humeur sur le chantier en construction du stade Paul Biya situé à Olembe, près de Yaoundé. Des employés en colère ont séquestré le directeur du projet pour revendiquer le paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaire. Ils déplorent des promesses qui n'ont pas été concrétisées jusqu'à ce jour. Une situation qui impacte sur la réalisation de cette infrastructure sportive, là où doit se tenir la CAN 2021 prévue au Cameroun. D'autres précisions avec Marcelin Gansop et Ike Cyril dans ce reportage. Ambiance peu ordinaire sur le site de construction du stade Paul Biya d'Olembe à Yaoundé. Des employés en colère bloquent l'entrée du service administratif pour empêcher au directeur du projet de sortir. Il est dans son bureau là. On lui demande si on va dormir là. Tant qu'on n'a pas notre argent, on ne va pas bouger d'ici. Même s'il faut faire un mois, même s'il faut faire 2 jours. Si on a la solution, nous on le libère. Tant qu'on n'a pas la solution, il sera assis dans son bureau. On ne le brutalise pas, on ne fait rien, mais on va l'empêcher de sortir. Jusqu'à ce qu'on ait des conclusions. Mise en congé technique depuis l'arrêt des travaux, les grévistes revendiquent plusieurs mois d'arriérés de salaire. Depuis le mois de janvier-février, on a commencé à avoir des problèmes de salaire ici. Là. Contre toute attente, avec ces arriérés, on nous a envoyé en congé technique depuis le 11 avril. Après le 19 juin, on nous a dit que nos contrats sont arrêtés tant au quartier. Les employés dénoncent une supercherie orchestrée selon eux par l'entreprise qui mène les travaux et l'un des soumissionnaires. On leur aurait fait signer des documents attestant qu'ils ont été payés. Pourtant, disent-ils, il n'en est rien. On nous a arrêté les contrats le 19 juin. Du 19 juin au 19 juillet, ça fait un mois. Aujourd'hui, c'est le 13 août. On a signé des documents, on n'a pas d'argent, on n'a pas de papier, on ne sait même pas où cet argent serait viré. On nous a fait signer tous les documents qu'il fallait, qui prouvaient qu'on a eu de l'argent, mais sur le terrain, on n'a rien. Et aujourd'hui, on est surpris que nous sommes là. On voit le directeur du projet, il nous fait comprendre que lui n'est pas au courant de tous ces problèmes de signature, lui n'est pas au courant. Et pourtant, il y a les signatures de Pichini sur les documents. Prévu pour abriter dans un premier temps la CAN 2019, puis 2021, sans oublier le CHAN 2020. Le stade Paul Biya d'Olembe est au point mort. Qu'il s'agisse de la cuvette principale ou des 2 stades annexes, les travaux sont à l'arrêt depuis plusieurs mois. Que se passe-t-il dans le processus de distribution de l'enveloppe financière destinée aux victimes de la catastrophe ferroviaire d'Ezeka? Le président de la République avait annoncé le déblocage de près d'1 milliard de francs CFA pour apporter une assistance à ces personnes victimes de cette catastrophe ferroviaire. Les victimes, après avoir perçu leur montant, dénoncent des montants dérisoires et s'interrogent sur la clé de répartition, sur quels critères ont-ils reçu, pour certains 79 000 francs CFA, pour d'autres moins de 40 000 francs CFA. Pourtant, ils croient avoir subi des sévices corporels et d'autres dégâts qui leur permettraient en principe d'avoir bien plus que les montants qui leur ont été distribués du côté du gouvernement. Comment en est-on arrivé là? C'est une enquête que signe Kediara. Le don du chef de l'État à l'endroit des victimes de la catastrophe ferroviaire d'Ezeka fait des remous. Constitués en collectif de Kouroussé, quelques victimes bénéficiaires de ce don disent ne pas comprendre le processus de répartition de ce qu'ils considèrent comme un geste du chef de l'État
destinés à essuyer leurs larmes. Le don n'est pas l'indemnisation. Donc ça veut dire que si le président décide de faire un don à tous les sinistrés, ça doit être équitable. Il ne devait pas avoir de partie prise. Que si les autres ont les 5 millions, les 1 million, là, il y a problème. Au sein de ce groupe de sinistrés vivants et évalué à 744 par la commission de répartition mise sur pied par le président de la République, les sommes perçues diffèrent d'un individu à un autre, ce qu'il qualifie de flou artistique, observé afin de mieux brouiller les pistes d'un détournement à ciel ouvert. Si par exemple, on avait nous tous un forfait, on devait connaître combien on a dépensé de 744 personnes. Maintenant, le dilatoire, c'est que il faut qu'on donne à l'autre 1 million, l'autre on donne 500 000, l'autre... Et ça va vous embrouiller au niveau des enquêtes. Personne ne saura combien on a remis à X ou bien à Y. Et quand on le dit, d'autres pensent que nous ne sommes pas camerounais. Avant cette vague d'indemnisation, il y a eu une première constituée de personnes décédées et disparues qui n'a toujours pas livré tous ces mystères. La première phase voilà, concernait les disparus et les décédés. Et dans cette première phase, il ressort que la commission a utilisé 215 millions. Et maintenant, ce qui est ambigu, c'est qu'on ne connaît même pas le nombre de disparus qu'on a eu à identifier, à apporter ces 215 millions-là. Et la deuxième phase maintenant concernait, selon leur communiqué, les 744 personnes. On est allé afficher sur Cameroun Tribune. Aujourd'hui, les victimes désabusées revendiquent que lumière soit faite sur cette affaire et que le mode de répartition soit enfin rendu public. Je veux qu'une enquête s'ouvre, que le président de la République écoute les pleurs de ses enfants et qu'on nous convoque même au service du Premier ministre pour nous dire comment ça s'est passé. Parce qu'ils ne nous ont rien dit, ils nous ont seulement appelés et communiqué nos noms au journal. 3 ans après la catastrophe des ECA, ces victimes ont depuis longtemps perçu les indemnisations de la compagnie en charge du transport ferroviaire. Avec cette nouvelle affaire, les plaies qu'ils pensaient guéries se sont réouvertes. Dans le reste de l'actualité, plusieurs quartiers de la cité capitale sont toujours dans le noir, une semaine après le grave incident survenu dans un poste électrique du côté de Yaoundé. Les populations déplorent de nombreux désagréments et l'entreprise Eneo annonce des travaux de reconstruction qui sont en cours et qui pourraient durer 6 mois. Elle fait savoir qu'il y a un plan de redistribution de l'énergie électrique qui est loin de satisfaire les populations à Yaoundé. Rodingassi et Aïk, Cyril. Vivre sans électricité, les habitants de Yaoundé en font la dure expérience depuis plusieurs jours. Depuis que j'ai mal là, voilà ma molinesse, que j'écrase souvent, il n'y a pas moyen, pas de lumière. Depuis une semaine, pas de lumière. Je fais qu'écraser. Regardez à mon âge, j'ai quel âge? 70 ans, j'écrase encore la pierre. Que les enfants font comme je n'ai pas de vie facile. Ça me fait mal, tous mes bras me font mal. Je ne suis pas habitué à écraser à la pierre. Cette maman du quartier Mélène doit désormais recourir à la pierre pour écraser ses condiments. Faute d'électricité, les moulins à écraser ne fonctionnent pas. La situation à Mélène est la même à Obili, Mendon, Sam et plusieurs autres quartiers de Yaoundé. C'est très grave, c'est très grave. Depuis pratiquement une semaine et plus, nous sommes dans le noir. Nous sommes dans le noir, on ne parvient plus et surtout que sans lumière, on ne peut rien. On ne peut rien. Depuis pratiquement une semaine, on n'a pas de lumière. Et on veut être un pays qui veut émerger vraiment. On veut être les plus grands producteurs en énergie. Regardez vous-même comment ça se passe. On veut être émergé comment? Regardez comment nous restons sans lumière pendant une semaine. Une semaine, c'est trop, c'est pas bon. Un communiqué d'Eneo indique que le délestage fait suite à un incident survenu sur ces installations au poste BRCM à Yaoundé dans la nuit du mercredi 7 août 2019. L'incident, suivi d'un incendie, ajoute l'entreprise, a entraîné la mise hors service de tout le poste qui représente environ 25% de l'alimentation de la ville. Conséquence, dans les boutiques et autres magasins, l'activité tourne au ralenti. Je suis venue parce que j'avais un souci de chargeur. Il fallait qu'il teste le chargeur de mon téléphone pour que je puisse l'acheter. Maintenant, je ne peux pas tester. Je suis entrée sur l'assise,
ayant espoir que ça peut changer. Cette affaire de lumière nous pénalise vraiment. Parce qu'on n'arrive pas à vendre. Tu ne peux pas vendre sans lumière. Puisque si on achète l'appareil, tu ne peux pas tester. On achète le chargeur, tu ne peux pas tester. Donc ça nous pénalise énormément. Et tous les jours, on a espoir qu'il y aura la lumière. Quand on arrive, il n'y a pas toujours la lumière. Difficile également dans ces conditions de se restaurer ou de conserver les aliments. Frigos et réfrigérateurs ne sont pas branchés. Il y avait une petite fête là, mais je n'ai pas pu. Parce que tout ce que j'avais réservé, c'était tout gâté, tout gâté. À cause de la lumière, pas de lumière, pas de lumière. Et voilà, c'est tout gâté. Hier, je suis partie à la boulangerie acheter le gâteau de l'enfant. Le gâteau, l'enfant fêtait son anniversaire. J'ai acheté le gâteau à la veille. Je suis arrivée à la maison, j'ai mis au frigo et le freezer, on a arrêté la lumière. Le matin, pratiquement, la crème dégageait en fait. Pour pallier l'absence d'électricité, les populations des quartiers affectés par le délestage font recours au groupe électrogène. Nous avons donc sollicité un groupe électrogène pour pouvoir alimenter notre structure, pour pouvoir faire avancer nos activités. On ne sait pas quand est-ce que la lumière va revenir. J'étais obligé de prendre le groupe. Et avec la consommation aussi, ce n'est pas grave parce que le groupe consomme énormément. Ce n'est pas évident. Le groupe même, finalement, même c'est la catastrophe. Tous ces derniers temps, moi je travaille avec un groupe qui ne m'appartient même pas. Je suis à 30 000 de dépenses. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, c'est la période de vache grasse pour les vendeurs de groupes électrogènes. Comme on dit très souvent, le malheur des uns fait le bonheur des autres. J'ai vendu des groupes ces derniers temps et ça me réjouit malgré tout. Des quartiers de Yaoundé sans électricité depuis une semaine. Les populations en ont ras le bol. Elles en appellent au président de la République. Il faut que vraiment, que ce que le président a demandé, qu'il doit faire, qu'il respecte ça. Qu'il respecte ce qu'il a dit aux populations. Puisque regardez, il nous a promis qu'on doit être les plus grands producteurs d'énergie dans l'Afrique centrale. Regardez, ça ne vaut pas la peine, ça ne vaut pas la peine. C'est très énervant. Eneo indique que ces techniciens sont sur le terrain. Les efforts engagés pour minimiser les désagréments n'ont permis à ce jour de reprendre que 70% des clients impactés. 30% des clients sont encore dans le noir. Les travaux de construction proprement dit du poste complètement brûlé vont durer 3 à 6 mois, ajoute Eneo, comme pour dire que le retour définitif de l'électricité n'est pas pour bientôt. Alors que des usagers de la route vivent un véritable calvaire sur la pénétrante est de Douala, d'autres vivent également un autre calvaire, notamment ceux qui se rendent au centre-ville de la capitale économique du Cameroun. Par exemple, la route qui est située entre le passage à niveau au marché Sandaga et le rond-point d'Eido est parsemée de crevasses et bloque et perturbe également la circulation des conducteurs de motos et automobilistes et autres usagers qui se plaignent de l'état défectueux des routes dans la ville de Douala. Reportage Sylvestre Hippolyte Zangaou. Si emprunter la pénétrante est de Douala est un calvaire pour les usagers de la route, le centre urbain donne lui aussi bien des cauchemars. Un arrêt sur le tronçon qui va du passage à niveau du marché Sandaga au nouveau pont sur le Vouri permet de constater que d'énormes crevasses sur la chaussée rendent la circulation difficile. C'est donc au risque d'endommager leur véhicule que les automobilistes s'y aventurent. Nous on quitte de Makepe en 20 minutes et quitte Saké, le collège Saké pour on fait 45 minutes, c'est pas normal. On fait les routes. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe au Cameroun. Toutes les routes sont cassées. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas vraiment ce qui se passe. Les autorités ne font rien et vraiment nous sommes vraiment déçus. Venant de Bonandio, c'est la voie la plus courte pour allier Bonaberi à Douala 4e. Ici, la chaussée a commencé à se dégrader il y a 4 ans environ, au vu et au su des responsables de la communauté urbaine de Douala. Mais rien n'a été fait jusqu'à la formation de ces mini-lacs sur la chaussée, sur une voie qui mène également au port autonome de Douala, pôle important de l'économie du pays.
Les prix des produits agricoles ont flambé sur le marché. Il s'agit notamment des vivres frais récoltés dans la région du sud-ouest, l'un des greniers du pays enclavé depuis de nombreuses années, à tel point que les agriculteurs et commerçants broient du noir sur des routes en piteux état. Vous allez le voir dans ce grand reportage, comment les coûts élevés de transport et les difficultés de conservation des produits agricoles sont devenus un casse-tête pour les agriculteurs et les commerçants, notamment entre le sud-ouest et le littoral. C'est un grand reportage signé Jacques Molon et Gladys Sidier. Sur la route de Bangem, partant de Melon, tout va bien, jusqu'ici. Le voyage se complique lorsqu'il faut emprunter les voies secondaires afin de traverser les premiers villages qui mènent à ce vaste bassin de production agricole. La route boueuse est quasi impraticable. Les engins à 2 roues et les véhicules adaptés pour le transport des marchandises s'y essayent tant bien que mal. Certains passagers sont parfois obligés de descendre afin de permettre aux conducteurs de mieux négocier la traversée. On doit s'arrêter ici. Chaque traversée est une véritable épreuve pour ces automobilistes. Cependant, au bout de ce chemin de croix, se trouve une véritable mine d'or. Des produits agricoles de diverses variétés à perte de vue, qui attendent désespérément preneurs malgré les coûts qui ont davantage chuté suite au mauvais état de la route. Ici, on a tout. Tu vois le plantain, le maïs, on fait tout ce qui part à Douala, à Yaoundé, même à Gabon. Les bas, c'est là qu'entre ils paient très moins cher parce qu'il n'a pas la route. Et puis que la route est gâtée, là parfois, il achète l'origine du plantain, 200 francs. Mais quand on arrive à Douala, on avance à 6 000, 7 000. Regarde la situation de notre village, de la route. Nous avons tous des problèmes. Alors que nous avons la terre riche. La terre riche de bananes, plantain, tout. Banane d'origine de plantain ici, c'est 300, 400. Donc ils n'achètent même pas bien parce que le problème de la route, est-ce qu'il faut bien acheter que le transport ne permet pas. La crise aussi est venue s'ajouter. Nous demandons beaucoup de faveurs au gouvernement de nous aider ici vraiment. 30 km séparent Melon de Bangem. Avant la dégradation considérable de la route, il fallait débourser la somme de 500 francs CFA pour le transport. Mais aujourd'hui, le coût du transport est de 5 000 francs CFA par personne, confient les populations. Et la situation se complique davantage pour les commerçants. 30 km, c'était 500 francs. Mais maintenant, nous payons qu'à 5 000. Nous, on est sans parce que la route ne nous laisse pas. On achète les plantains bien, mais la route nous prend cher. Le transport, tu as 300 000, tu achètes 300 000, tu as payé le transport 50 000. Tu as monté à 350 000, tu ne peux pas bien bénéficier sur ton marché. Il y a la nourriture à Bangam, mais il n'y a pas la route. Il y a la nourriture ici, mais il n'y a pas la route pour venir chercher la nourriture. Les habitants de Bangem et autres commerçants ne sont pas au bout de leur peine. Les fortes pluies qui s'abattent en cette période compliquent davantage leur quotidien. Un grand reportage signé Jacques Molon et Gladys Sidier dans la région du sud-ouest, dans l'un des bassins agricoles les plus enclavés du Cameroun. La récente fête du mouton s'est transformée en un drame à Kribi, dans la région du sud. 5 personnes ont été englouties lors d'une baignade sur une plage en totale insécurité. Des cas de noyade se multiplient sous le regard indifférent des autorités locales. C'est le constat que fait Joseph Abena dans ce reportage. Les eaux de l'océan Atlantique n'en finissent pas d'engloutir les citoyens. Alors que la communauté musulmane prolonge la fête du mouton à la faveur du jour férié,
par des détentes multiformes ici à la plage. 5 personnes sont avalées par ces vagues indisciplinées de la mer. Le moment quand le tourbillon là vient, même si tu sais nager, le moment que le tourbillon va amener quelqu'un, le courant là, quand ça vient, si tu veux sauver quelqu'un à l'heure là, toi-même, il risque de sortir, toi tu pars. Parce que quand il prend l'appui sur toi, il sort sur ça. C'est maintenant toi que ça va prendre. Après un jour d'attente, un corps seulement est retrouvé sur le sable. Les personnes touchées par le drame attendent avec anxiété la montée probable des autres corps. Ici, à Kribi, malgré la recrudescence des noyades, aucune autorité ne s'en émeuve. Les plages sont littéralement abandonnées à toutes sortes de débrouillardises sous le regard laxiste des autorités locales. Les populations du département de l'Océan sont donc prises en otage et qu'aujourd'hui, elles n'ont rien à faire et elles ne peuvent pas s'exprimer. Nous, en tant qu'organisation de la société civile, parce que je suis en même temps le président d'une plateforme de tourisme de la forêt modèle Campoman et le coordinateur du mouvement NAO, nous pensons que effectivement il y a quelque chose à faire et nous interpellons bien entendu toutes ces personnalités. Cette équipe de volontaires en sauvetage aquatique avait pourtant sollicité la reconnaissance de la communauté urbaine, mais en vain. Et l'équipe avait à contre-cœur plié bagage, laissant ainsi les populations à la merci de la mort. Des obsèques officielles pour Sadou Ayatou, ancien Premier ministre. Le retour de sa dépouille a suscité une vague d'indignation et des émotions sur le visage de sa famille lors d'une cérémonie qui s'est déroulée à Yaoundé. D'autres précisions avec Gizogo. Sadou Ayatou, l'ancien Premier ministre qui fut au charbon pendant les années de braise entre 1990 et 1992, a entamé son dernier voyage pour l'éternité. Sa dépouille mortelle est arrivée à Yaoundé en provenance de Suisse, où il est décédé récemment. Après la réception de la dépouille à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, en présence de nombre de personnalités du sérail, une courte prière dite par des imams a suivi. Représentant personnel du chef de l'État à ses obsèques officielles, décidé en l'honneur de Sadou Ayatou, Paul Atanganji, le ministre de l'administration territoriale, s'est incliné sur la dépouille, recouverte pour la circonstance des emblèmes nationaux. Le cortège funéraire a ensuite regagné le domicile familial avant l'acheminement de la dépouille mortelle à Garoua pour l'inhumation. Au commis de l'État, Sadou Ayatou, âgé de 77 ans, est mort en Suisse le 1er août 2019. De son parcours, il s'était fait remarquer comme Premier ministre en organisant notamment la tripartite en 1991, laquelle avait contribué à rasséréner l'atmosphère politique au Cameroun. Plusieurs distinctions, dont des trophées spéciaux remis aux meilleurs acteurs de la filière cacao. C'était le principal temps fort de la clôture du Festi Cacao, présidé par le ministre du Commerce. Et le président du Conseil interprofessionnel du cacao et du café a saisi cette occasion pour inviter les différents acteurs à persévérer dans la voie de l'excellence pour la campagne cacaoyère qui vient d'être lancée. Reportage. Sous le parrainage du ministre du Commerce, le Conseil interprofessionnel du cacao et du café fait de vous le héros HERAUT de la fève d'excellence du Cameroun. La 8e édition de Festi Cacao rend ainsi hommage à 3 personnalités dont les actions quotidiennes font bouger les lignes et augurent des lendemains meilleurs pour la filière cacao-café. Il s'agit du directeur exécutif de l'Organisation internationale du cacao,
Michel Arion, du président de l'agence des cafés Robusta d'Afrique et de Madagascar, le Togolais Anselme Gouton, et du porte-parole des producteurs au sein de l'OIC, l'ambassadeur ivoirien Ali Touré. Je voudrais ici manifester ma gratitude au Cameroun à travers le ministre du Commerce d'avoir bien voulu me décerner un prix, ambassadeur de cœur. Je suis très honoré, je suis flatté, mais je ne suis pas surpris parce que depuis que je suis porte-parole des pays producteurs de cacao, j'ai toujours bénéficié du soutien du ministre Luc Magloire à Tangana. Une reconnaissance officielle qui sonne comme un appel à faire plus que par le passé. L'industrie mondiale du cacao génère 100 milliards de dollars par an. Et nous les producteurs, nous n'en percevons que 6%. C'est dramatique. Et nous sommes obligés de faire quelque chose. Et ça commence parce que j'ai vu au Cameroun la consommation, la transformation. C'est vrai que nous aussi producteurs, nous devons faire notre part. Mais quand nous avons vu le cacao d'excellence au Cameroun, les Camerounais qui ont décidé de rajeunir les plantations, de rajeunir le personnel agricole, de faire du cacao de qualité, avec ça, on ne peut pas ne pas avoir de bons prix. Donc nous sommes confiants pour l'avenir. Et moi, vraiment, je félicite encore les New Generation. En dehors de ces invités spéciaux qui ont honoré par leur présence Festi Cacao 2019, plusieurs autres acteurs de la filière ont été primés pour les nombreux efforts fournis au quotidien. Tour à tour, ces étoiles qui font briller la filière ont reçu leur prix. Et à l'heure du bilan de Festi Cacao 2019, le Conseil interprofessionnel du cacao et du café exprime sa légitime satisfaction. Vous avez observé, vous les journalistes, que d'année en année, Festi Cacao prend de l'ampleur. Et ça nous conforte au niveau de l'interprofession que ce que nous faisons est important pour notre pays. Nous sommes pleinement satisfaits et je remercie encore une fois de plus notre ministre du tutelle qui, vous voyez, depuis 2 jours, est resté avec nous d'une manière permanente. Nous espérons encore faire mieux l'année prochaine. Comme disait Nietzsche, ce n'est pas le doute qui nous envahit au CIC, c'est la certitude. Nous allons donc tout faire pour que nous soyons également à la hauteur. Pendant 3 jours, Festi Cacao est resté fidèle à ses principaux objectifs, à savoir se confirmer comme un événement d'envergure internationale de promotion de l'ensemble de la filière cacao du Cameroun, promouvoir une plus grande consommation et la valorisation locale auprès des organisations paysannes, encourager la production du cacao de qualité et puis intéresser les jeunes et les femmes au métier de la cacaoculture. Rendez-vous a été pris pour la 9e édition en 2020. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Un autre mouvement d'humeur au stade Paul Biya Olembe à Yaoundé, alors que le chantier est en arrêt depuis plusieurs mois. Des ouvriers mis en congé technique revendiquent des arriérés de salaire. Cela fait environ 6 à 8 mois qu'ils n'ont pas travaillé et ils réclament leur dû afin de pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Pendant ce temps, le chantier, lui, n'a pas encore démarré et les délais initiaux de livraison sont d'ores et déjà dépassés. Pourtant, ce stade est crucial pour le CHAN prévu au Cameroun et la CAN 2021, au moment où le président de la République, lui, a fait savoir qu'il y a eu un glissement et tient toujours à cette CAN. Là aussi, au moment où son stade, baptisé Paul Biya, est en arrêt à cause d'un certain nombre de problèmes relatifs au financement et d'autres zones d'ombre autour de ce chantier. Obsèque officielle pour Sadou Ayatou sous l'œil avisé de Paul Atangandji, représentant personnel du chef de l'État. Vous avez vu dans les images, le ministre s'est incliné devant la dépouille de l'ancien Premier ministre, chef du gouvernement, acteur majeur lors de la conférence qui avait été initiée au début des années 90 pour sortir le Cameroun d'une crise socio-politique. Il a également, vous avez vu les images de la famille affligée ensuite de ce décès de Sadou Ayatou, ancien Premier ministre, un proche du président de la République, Paul Biya, et qui doit être porté à sa dernière demeure à Garoua, dans la région du Nord. Voilà, Madame Monsieur, c'est dans l'essentiel. Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h. Dans un instant, la suite, Equinox Soir.